Bonsoir à tous, il est 23 heures et RTI 1 vous informe. Voyons ensemble le titre de ce dernier journal. Porté par la direction de la transformation digitale de l'administration, le projet Signe qui vise à intégrer la signature électronique dans le processus de dématérialisation des actes administratifs a été présenté jeudi dernier à Abidjan. Il vient garantir l'authenticité des actes électroniques et la célérité dans la délivrance de ces actes. En prélude au prochain sommet international sur la paix qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2022, la Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire a initié à travers le conseil régional de San Pedro un sommet régional sur la paix, l'interdépendance et le développement. Objectif, faire comprendre aux populations la nécessité de la paix pour le développement. Et puis il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Desmond Tutu est mort ce dimanche en Afrique du Sud. L'ancien instituteur et prêtre aura tout au long de sa vie mené des combats pour la dignité humaine, le pardon et la réconciliation. Et on ouvre ce journal avec un télégramme officiel adressé à son Excellence M. Cyril Matamela Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement, au peuple sud-africain, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR en Côte d'Ivoire et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie, très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Toute sa vie, Desmond Tutu s'est battu pour la justice et l'équité. Ses multiples combats, il les a menés pour la dignité humaine, le pardon et la réconciliation. Sidonie Davila. Desmond Tutu est l'un des militants des droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Né en 1931 à Clisthorpe, en Afrique du Sud, il fut d'abord enseignant au Royaume-Uni et au Lesotho, puis s'établit à Johannesburg en 1975, avant d'être nommé archevêque, le premier noir du Cap et chef de la communauté anglicane de son pays. Critique virulent de l'apartheid, ses conférences et ses écrits firent de lui la voix des Sud-Africains noirs sans voix. Desmond Tutu a acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Seule sa robe lui épargnera la prison. Son combat non violent est couronné du prix Nobel de la paix en 1984. À l'avènement de la démocratie, 10 ans plus tard, celui qui a donné à l'Afrique du Sud le surnom de nation arc-en-ciel préside la Commission Vérité et Réconciliation, qui selon lui doit permettre au pays de tourner la page de la haine raciale. Œuvrant pour les droits de l'homme, l'icône de la lutte anti-apartheid disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique sans division raciale. Jusqu'à son dernier souffle, le prix Nobel de la paix s'est imposé avec son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Depuis plusieurs mois, Vihart, un de ses surnoms, était affaibli et ne parlait plus en public. Marié depuis 1955 et père de 4 enfants, l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu a quitté le monde des vivants ce dimanche à 90 ans
au terme d'une vie de combat, d'abord contre l'apartheid, puis pour la réconciliation de son pays et la défense des droits de l'homme. Desmond Tutu s'en va, mais laisse derrière lui un très bel héritage, l'Afrique du Sud. Ici en Côte d'Ivoire, à San Pedro, on a récemment parlé de paix, d'interdépendance et de développement. C'était au cours du 6e sommet régional initié par la Fédération pour la paix universelle. Ces rencontres se tiennent en prélude au sommet international de la paix que va accueillir notre pays en 2022. On en parle avec Sam Conan. Le sommet régional UPF de San Pedro a eu pour cadre la grande salle du conseil régional. Occasion pour la Fédération pour la paix universelle de mettre à contribution les décideurs et toutes les couches sociales de la région à travers des panels sur le thème paix, interdépendance et développement. Tous les Ivoiriens le savent bien, San Pedro est le deuxième pôle économique. Et il est bien pour protéger l'économie de notre pays, il est bien d'envoyer les corabiers, les policiers et tout ça. Mais il est encore plus bien de semer la graine de la paix dans l'esprit des populations. Et ça peut nous aider plus à implanter la paix. Ce district d'ailleurs est un district de paix. Parce que pour preuve, tous les événements qui se sont passés, surtout les derniers en date, que ce soit du côté du Bocré ou de la Nawa ou de San Pedro, on n'a pas eu du tout de dérapage ici. Ça veut dire que les dirigeants de ces trois régions qui composent le district sont dans la paix. Et je crois que cette paix-là, nous devons la cultiver, nous devons l'enrichir. Au cours de ce 6e sommet régional, tous se sont engagés à œuvrer pour la consolidation de la paix à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. Une paix qui, selon Akassaï Lazare, chairman de l'UPF Côte d'Ivoire, a pour socle la famille. La famille étant l'école de l'amour et de la paix, on parle de la famille avec ces valeurs-là dans la société. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de la famille. Que le président nous aide à accueillir le prochain sommet international de paix en Côte d'Ivoire. Ceci va permettre à tous les grands mondiaux de paix de venir laisser aux Ivoiriens le message. Ceci a été fait à Dakar au Sénégal, en Afrique du Sud aussi. Donc nous voulons que la Côte d'Ivoire, qui est un pays profondément attaché à la paix, puisse également accueillir ce sommet qui fait tant de bien, n'est-ce pas, au pays qui l'accueille. Selon les organisateurs, ces sommets régionaux permettront de mobiliser les acteurs locaux pour une participation massive et constructive lors du sommet international de la paix qui va se tenir en 2022 en Côte d'Ivoire. On continue à parler de cohésion sociale avec plusieurs leaders de jeunesse politique qui s'engagent pour la conquête de la paix. Ils entendent booster le développement de la Côte d'Ivoire à travers ce sésame si précieux. C'était au cours d'une journée sportive et d'échange. Laure Gouridi, Franck Dio. Les leaders des jeunesses des partis politiques veulent apporter leur contribution à la conquête de la paix et au développement en Côte d'Ivoire. Ces journées de la paix sont un creuset idéal, 3 jours de travaux et activités dont un panel. Il s'agit de partager les expériences et s'inspirer du modèle de développement d'autres pays en matière de préservation de la paix. Nous pensons que nous devons tourner le dos résolument aux différentes crises qui se sont passées dans notre pays et nous tourner vers de nouveaux horizons qui promettent que la Côte d'Ivoire soit en paix. Sous l'impulsion du président Aimé Arikona Bédié, la JPDCI a décidé de prendre part à ce panel pour apporter sa contribution pour que les jeunes de ce pays, eux aussi, prennent leur part dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. Des jeunes issus de différents partis politiques, mais unis autour de la cause de la paix. C'est le signal que veut donner Touré Souleymane, initiateur de ces journées. Nous devons incarner de nouvelles valeurs. Et ces valeurs nous amèneront sûrement à véhiculer des messages, cultiver des valeurs de paix, de concorde, d'union, de fraternité. Et à chaque occasion où nous pourrons prendre la parole avec ces leaders, de demander aux Ivoiriens d'agir résolument dans chaque acte à consolider davantage la cohésion et la paix.
Nous sommes en train de présenter des stratégies pour conduire la jeunesse. Quand je vois de Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays grand potentiel aussi. Prières, rencontres, mais aussi journées sportives, temps fort de ces moments de promotion de la paix durable en Côte d'Ivoire. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 26 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 26 décembre 582 nouveaux cas de Covid-19 sur 2195 échantillons prélevés, soit 26,5% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 26 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 64 429 cas confirmés, dont 61 283 personnes guéries, 707 décès et 2428 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 210 799. Le 25 décembre, 56 214 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 822 140 doses du 1er mars au 25 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le directeur général de Kipux Afrique, une entreprise partenaire technique du ministère des Transports, était ce dimanche sur le plateau de RTI 1. Ibrahima Koné est venu parler de la mise en application de la stratégie des vidéosurveillance sur nos routes. Je vous propose un extrait de son échange avec Herman Guibé. Vous avez des caméras radars qui sont dotées d'algorithmes d'intelligence artificielle qui donc sont paramétrés pour détecter un certain nombre d'incidents sur la route. Ces équipements flash, donc prennent des photos en continu, et lorsque une des photos ou une des vidéos correspond donc à cette codification, donc ça génère automatiquement une capture de la plaque, de la photo de la plaque, qui est lue avec l'immatriculation donc qui est remontée. Cette information est envoyée au niveau d'un centre de gestion intégré de la mobilité où vous avez des agents de police assermentés, notamment ceux de la police spéciale de la sécurité routière, qui vont donc verbaliser cette infraction. Dans 5-10 minutes, l'infraction est constatée, remontée, et arrive le deuxième volet de la notification, donc qui relève de l'information que nous avons au niveau de la base de données et surtout des dispositions réglementaires qui nous demandent de notifier cette infraction dans un délai maximal de 15 jours. Vous avez le premier mode que nous privilégions, qui est le mode électronique, donc à travers les différents outils de mobile money. À compter de janvier 2022, vous aurez également la possibilité de payer à travers les différents canaux du Trésor public avec lesquels nous sommes en train donc de finaliser les intégrations. Le deuxième moyen, vous vous rendez dans un centre de gestion intégré. Vous en avez une trentaine sur le territoire national. À Abidjan, vous avez 7 centres de gestion intégrés, donc où vous avez la possibilité donc de payer à nos guichets. À Tiapoum, le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa 4e et dernière session de l'année. Plusieurs projets ont été passés en revue au cours de la rencontre. Le Conseil a surtout annoncé la mise à disposition d'un montant de plus de 500 millions de francs CFA. Il servira au financement de projets des jeunes de la région du Sud Comoé. Moussa Konaté. Tiapoum, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Sud Comoé, située à 51 km d'Aboissou. De la voie d'accès à l'intérieur de la ville, une fière allure qui réjouit le conseil régional. À la 4e et dernière réunion pour l'exercice 2021 tenue dans la localité, le président Eugène Aka-Aweli traduit la reconnaissance des populations au chef de l'État. Nous devons rendre hommage au président de la République qui a permis à Tiapoum d'être aujourd'hui ouvert au reste de la Côte d'Ivoire. Regardez comme c'est agréable aujourd'hui de venir à Tiapoum. Nous devons communiquer sur les bonnes réalisations du gouvernement et contribuer donc à notre niveau par rapport aux moyens mis à notre disposition à amplifier ce que le gouvernement fait dans cette région. Dans ses actions de développement,
Le Conseil régional du Sud Komoué met l'accent sur l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. Plus de 513 millions de francs CFA sont destinés au financement de projets. Je suis dans le domaine de poisson et du poulet braisé, c'est ce que je fais. J'ai déposé mes dossiers pour pouvoir avoir une aide, un financement pour pouvoir agrandir ce que je fais. Et j'ai reçu ce financement-là. Il y a eu 300 000. J'ai suivi une formation à l'INEPA de Benjavi, donc je suis sorti technicien en élevage. Donc j'ai mis en place un projet qui concerne l'encadrement des éleveurs et puis la vente des produits. Donc j'ai reçu aussi une somme de 300 000 francs. Nous ne faisons que nous inscrire fondamentalement dans la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire solidaire en présentant comme priorité des projets en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Pour l'année 2022, le budget primitif du Conseil régional du Sud Komoué en recettes et en dépenses s'élève à 3 936 194 000 francs CFA. Le budget de fonctionnement du Conseil est fixé à 1 62 757 000 francs CFA. Avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Comité national de télédétection et d'information géographique tenait mercredi dernier la première édition du dîner des collectivités. Impulser le développement local par les moyens des nouvelles technologies et de la géo-information. C'était le thème de la rencontre, une rencontre au cours de laquelle Edouard Fongbéi a présenté les nouveaux outils mis à la disposition des collectivités locales pour accroître leurs ressources. On en parle avec Grace Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, présente aux élus locaux et aux ministres-gouverneurs les opportunités dont ils peuvent se saisir pour mieux gérer leur localité. L'outil phare, c'est le e-commune qui permet de faire la mobilisation des ressources propres des communes, qui permet à ces communes-là d'avoir de l'argent propre à eux pour aider les citoyens. L'autre outil, c'est le PSD, qui est le plan stratégique de développement, qui est une boussole, une orientation qui permet aux communes de faire leurs projections et suivre cette ligne-là pour le développement dans les 5 à 10 années à venir. Nous avons aussi l'état civil que nous mettons en place pour les communes aussi. 25 communes sur les 201 utilisent déjà ces outils de développement et une trentaine réclament la mise à jour de leur base de données. Le CNTG vient nous évaluer les ressources mobilisables dans nos communes, nous aider à faire des recouvrements et puis surtout nous accompagner sur la connaissance même de notre administration au niveau des collectivités locales. Quand vous parcourez toutes les communes de Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes de cartographie. Un contribuable qui n'est pas identifié, comment nous pouvons faire le recouvrement? Si nos communes ne sont pas développées, si nos communes n'ont pas de ressources, nous ne pouvons pas mener à bien les grands chantiers structurants du chef de l'État. Donc pour cela, nous avons besoin de ces outils-là pour développer nos communes. L'utilisation de ces innovations contribue à booster substantiellement l'économie locale des collectivités. C'est pourquoi pour l'année 2022, le directeur général du CNTG compte mettre gratuitement à la disposition des collectivités ces différents outils de bonne gouvernance. L'ADECO, la direction des examens et concours, a reçu la visite du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration. En toile de fond, il s'agissait pour ce dernier de s'enquérir de l'état d'avancement du projet e-démarche administrative, un projet qui est à sa deuxième phase avec l'intégration de la signature électronique. Godefroy Kambawa. Fini avec les longues files d'attente dans les administrations. Le projet de dématérialisation des procédures administratives IDEA, qui était à sa phase 1, a vu la dématérialisation de 9 procédures administratives au niveau de la direction des examens et concours. Au regard des avancées, e-démarche entre dans sa phase 2. Il s'agit de l'intégration de la signature électronique des requérants. Les activités de dématérialisation des demandes et de signature électronique du projet e-démarche administrative viennent donc à point nommé prendre place en amont et en aval dans notre processus métier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme e-Gouv et vise la modernisation des procédures administratives. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a été créé avec pour mission centrale
de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de modernisation de l'administration. Ceci avec pour objectif d'optimiser l'organisation, le fonctionnement et la gestion de cette administration. Aujourd'hui, la transformation numérique de l'administration ivoirienne permettra d'améliorer la qualité et l'efficacité des prestations. La phase pilote de vérification de la fonctionnalité de la plateforme e-démarche administrative s'étant avérée globalement satisfaisante, nous pouvons affirmer que les parties prenantes sont outillées pour la mise en exploitation des procédures conçues par souci de célérité et d'efficacité. Les procédures administratives opérationnelles au niveau de la DECO sont entre autres les demandes de relevé de notes et d'attestations à usage administratif. Ce projet permettra, selon les initiateurs, de gagner en temps. Booster l'écotourisme et permettre aux populations de découvrir leur patrimoine. C'est l'objectif du ministère du Tourisme et des Loisirs. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, il vient de procéder à la relance des activités du Parc national du Banco. Retour sur la visite du poumon vert d'Abidjan avec Evelyne Dieboué et Patricia Oumouitia. La forêt du Banco, un atout à valoriser. C'est ici que le ministre du Tourisme et des Loisirs arrive ce jour pour un voyage forestier. Le ministère souhaite valoriser ce massif forestier par la mise en place d'un schéma d'accueil des publics, notamment à travers la pratique de la randonnée. Une animation particulière a régné dans les bois durant cette journée, avec un feu de camp, un barbecue et des prestations d'artistes. Une ambiance qui a réjoui les agents des eaux et forêts qui estiment que la pratique sur les sentiers forestiers est oubliée. Nous avons beaucoup d'animaux au sein du parc national du Banco. On a une famille de chimpanzés d'environ 30 individus. À côté des chimpanzés, vous avez plusieurs espèces de petits singes. On a beaucoup d'oiseaux. Au début, c'était un parc périurbain, mais avec le développement de la ville de ces dernières années, la ville est venue à la forêt. Aujourd'hui, la forêt se trouve en plein milieu d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous. Le tourisme forestier est un levier de valorisation. Le ministère a donc sa carte à jouer. Nous avons jugé utile d'avoir réhabilité des constructions qui ont été réalisées pour développer l'écotourisme, à savoir les abris, les bancs, les restaurants, mais nous allons aller au-delà. Nous faisons en sorte de construire des tentes ainsi que des jeux de loisirs et des parcours sportifs pour bien des acteurs. Contrairement à l'idée reçue, il faut bien qu'on fasse tomber les masques et qu'une bonne fois les Ivoiriens comprennent que c'est un des endroits les plus sûrs d'Abidjan. Et je lance un appel à tous les Abidjanais, à tous les Ivoiriens de s'approprier le parc. Ce plan de valorisation du parc national du Banco, en partenariat avec l'OIPR, va se poursuivre durant toute l'année. Le parc national du Banco couvre aujourd'hui une superficie de 3474 hectares. La société savante indépendante Lascade célèbre la culture ivoirienne. Elle vient d'admettre la musique Goli, danse du patrimoine baoulé-ouan, au palmarès de son institution. C'était au cours de la rentrée solennelle de l'Académie le 15 décembre dernier. L'éclairage de Jean-Marc Adjadji. Le Goli, ce masque taillé dans du bois dur, aux cornes d'antilope et au visage de crocodile. Spectacle de la dernière journée de la rentrée solennelle 2021-2022 de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Célébré, ce patrimoine culturel ivoirien riche en symboles reçoit la reconnaissance des savants. Le Goli est dansé au centre chez le peuple baoulé et au centre-ouest chez les Ouans. Il est désormais admis au palmarès de l'Ascad 2021. Le Goli, c'est une école de la vie. Le Goli commence d'abord par la sociabilité de tout le monde, les enfants, les femmes et les hommes. Parce que quand le Goli sort, c'est tout le village qui est concerné. Je remercie les initiateurs de cette institution qu'est l'Ascad.
Je les encourage, je les félicite au nom du peuple. Faire rayonner les arts vivants ivoiriens est l'une des missions que s'est assignée l'ASCAD en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette institution d'excellence aspire à la continuité et se dit donc prêt à innover pour l'éducation des populations. Cette fois, le thème porte sur les pratiques culturelles et le développement. Le thème a suscité un grand engouement. Cette année, nous avons apporté une innovation en présentant au public et à titre d'illustration une institution éducative et culturelle traditionnelle de renom, le Goli. Une leçon inaugurale sur l'éducation et l'avenir de la nation est prononcée par le professeur Sidibé Vali. L'occasion a été donnée de valoriser le Goli comme outil de développement du pays. Et on ouvre à présent une lucarne sur la religion à Azureti, dans la commune de Grand-Bassam. Des fidèles chrétiens de l'église méthodiste ont choisi la fête de la Nativité pour célébrer un culte d'action de grâce. La messe s'est déroulée en présence de la chefferie du maire de la commune de Barboué et du vice-président du Sénat. Par ailleurs, le parrain Germain Olo a invité le peuple à entretenir le vivre ensemble et à œuvrer pour le développement de la localité. Théodore Zouzou, Franck Audio. L'école primaire publique d'Azureti, transformée pour l'occasion en un lieu de culte. Les fidèles de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du village rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'un des leurs, un fils du village, est consacré pasteur. Il va désormais prêcher la bonne nouvelle et amener des âmes à la conversion. Lorsque Dieu intervient dans la vie d'un homme, c'est une grâce. C'est même une grâce de servir le Seigneur. Nous sommes venus donc ensemble rendre grâce au Seigneur pour cela. Des cantiques et prières en faveur des autorités du pays et des louanges pour marquer leur reconnaissance à Dieu, puis le témoignage du consacré, le révérend Isaac, qui a invité le peuple à se faire former, quelle que soit l'activité, et l'exercer avec amour. Il a aussi reçu des présents de chrétiens venus des districts d'Abidjan, Sud, de Jacquesville, de Bassam et de bien d'autres localités. Nous sommes tous frères, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Nous essayons de nous retrouver pour annoncer le Christ. Il y a près de 20 ans que j'ai exercé en tant que journaliste dans l'église méthodiste unie, Côte d'Ivoire et dans le monde. Et aujourd'hui, Dieu ajoute à ce ministère de journaliste le ministère de pasteur qui me dit d'aller encore au-delà de ce qui est attendu. Cette démonstration de l'attachement de ces fidèles à Dieu et de la solidarité mettant en avant la cohésion sociale à l'adhésion du maire de la commune de Port-Boué, mais aussi du parrain. Lorsque le Père Céleste choisit un des nôtres pour en faire son ministre, c'est un honneur pour toute la région. Donc il était bon de venir aussi ici pour marquer de notre présence cette cérémonie. Le ministère d'un pasteur, c'est d'annoncer l'appel à la réconciliation. Donc pour nous, c'est heureux qu'un de nos fils soit aujourd'hui un élu de Dieu. C'est un ministère particulier qui confère à celui qui porte la responsabilité de pouvoir dire la vérité et pour prôner toujours la paix. Le village d'Azureti est à son second serviteur de Dieu après un premier devenu prêtre catholique. Religion toujours, la communauté musulmane de Dianfé dans la commune de Sifié a choisi la fête du Noël pour célébrer le Maolid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Rappelons que le Maolid a été célébré officiellement le 18 octobre dernier en Côte d'Ivoire. C'est un témoignage de Léon Bro. Méditation et lecture coranique rythmée d'hommage à Mahomet et les prophètes des autres religions à la mosquée de Dianfé, commune de Sifié, département de Séguéla. Ce 24 décembre, les musulmans de ce village célèbrent le Maouloud, l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet. Une coïncidence avec la nativité, source d'abondance de grâce et de bénédiction selon les musulmans. Avant le départ de Jésus, il a annoncé qu'il y a un autre prophète qui va arriver, qui s'appellera Mohamed. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a suivi Enza, qui est Jésus. Maouloud à Dianfé, en présence des cadres dont le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, aussi marqué par des prières pour le chef de l'État
et son gouvernement, mais surtout des prières pour le renforcement du vivre ensemble et le maintien de la paix pour le développement de Dianfé. Cette célébration consacre que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de fraternité. Et donc, nous profitons de cette célébration pour que tous les cadres de Dianfé, tous les fils de Dianfé, toutes les filles de Dianfé se retrouvent pour parler de projets de développement. Le 18 octobre marque la commémoration officielle en Côte d'Ivoire du Maouloud, ou anniversaire de naissance de Mahomet, prophète de l'islam. C'est l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours. C'est une sélection de Sidonie Davila. Un navire s'est abîmé lundi en mer au nord-est de l'île de Madagascar avec à son bord 130 passagers. Bilan, 64 morts, 15 personnes sont encore portées disparues. La marine marocaine a intercepté mardi plus de 350 migrants, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne au large des côtes du Maroc. Parmi ces migrants à bord d'embarcations de fortune figuraient 23 femmes et 9 mineurs. En exil au Burkina Faso depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime fin 2009, l'ex-chef de l'État guinéen, Moussa Dadis Camara, est arrivé mercredi à Conakry en provenance de Dakar. Ce, après 11 ans d'exil. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria. Les faits se déroulent le jour de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari, arrivé aux environs de 12 heures sur place. Le Conseil national de transition a voté en faveur des 2 projets de loi prévoyant l'amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens. Après l'adoption des 2 tests, ce sont 296 personnes qui ont été acquittées. C'est le plus grand et le plus puissant télescope jamais fabriqué. Le télescope spatial James Webb de la NASA a été lancé samedi depuis Kourou en Guyane française. D'un coût de 7,9 milliards d'euros, ce télescope infrarouge révolutionnaire devrait permettre de mieux comprendre l'origine de notre système solaire, les exoplanètes ou encore les trous noirs. Celui qui fut une véritable icône de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu s'est éteint à l'âge de 90 ans ce dimanche. L'ancien prix Nobel de la paix en 1984 restera dans les mémoires pour ses engagements. Et justement, je vous donne à nouveau lecture de ce télégramme adressé au chef d'État sud-africain. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec considération et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche au 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation
réconciliation CDDR en Côte d'Ivoire et dans les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays, ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui referme cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et restez sur RTI 1. Paix chez vous.